comment calculons delta G d'une réaction en fonction de delta J0. Voilà, ça c'est très important. Donc, j'essaierai à chaque fois de vous résumer le plus important. C'est très important ce point parce que si on travaille dans des conditions qui ne sont pas standards, comment je peux juger le sens de ma réaction? Voilà. Et donc, la clé ou bien la solution, elle est là. C'est de calculer delta G de cette réaction. J'ai mis R, delta G réaction. Comment calculons delta G pour cette réaction? Eh bien, c'est d'appliquer cette petite expression. Regarde. C'est le plus important dans la thermodynamique pour une réaction chimique, cette expression-là. L'origine de cette expression, c'est une origine électrochimique. C'est-à-dire, normalement, c'est dans les réactions d'oxydoréduction. Moi, je ne vais pas détailler cette expression parce qu'on n'a pas fait le cours de l'oxydoréduction. Donc, mais tenez compte que je vais expliquer parce que c'est simple, que l'avancement de votre réaction, c'est en fonction de delta G0. Et j'ai expliqué delta G0. Puis, vous allez rajouter, voilà, vous allez rajouter ce terme-là, qui est le terme RT-ln de Q. Là, c'est un facteur thermodynamique. Il comprend quoi? Il comprend R, c'est la constante des gaz parfaits. Il comprend la température, c'est tout à fait logique. Il comprend l'avancement Q. Et Q, nous avons entamé ça dans les réactions des équilibres chimiques. Nous avons dit soit on parle de la constante K, si on est dans un état d'équilibre, ou bien si on n'est pas dans un état d'équilibre, on parle de quotient, le quotient de la réaction Q. Je crois que c'est important. Donc, essayez de comprendre cette expression de terme réactionnel, c'est-à-dire comment je juge l'avancement. Donc, je juge l'avancement de la réaction par la connaissance. C'est très important de connaître delta G0. Plus R, c'est une constante, 8,3 joules par mol Kelvin. La température, vous connaissez parce que vous travaillez à des conditions, à des températures bien déterminées. Et vous pouvez quand même calculer le quotient Q, qui est égal les concentrations des produits sur le produit des concentrations des produits sur le produit des concentrations des réactifs. Ça a été vu dans le cours des équilibres, donc je ne vais pas reprendre ça. Bon, allez-y voir le cours des équilibres chimiques concernant la constante K et le quotient de la réaction. Ce que je voulais dire que si on calcule delta G pour cette réaction, on peut dire est-ce que votre réaction aura lieu ou non? Donc, cette expression, elle est un peu, si je vais essayer de vous rapprocher l'idée, nous avons vu dans les cours des acides et bases qu'un pH égale pKa plus logarithme acide sur base, n'est-ce pas? Donc, ça ressemble à cette expression. Donc, on peut dire la variation, regarde, je vais essayer de simplifier le max les expressions mathématiques en expressions expérimentales, parce que moi, j'ai une réaction qui change de l'énergie. Eh bien, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que la variation de l'énergie d'un processus chimique égale une constante. C'est comme le pH, pKa, pardon. pKa, c'est une constante à des 25 degrés. Et donc, delta G0, c'est une constante à des conditions standards. Et je vais rectifier cette delta G0 calculée dans les conditions qui ne sont pas standards par le facteur RT ln Q. Je ne sais pas ce que vous avez compris, non? Qu'est-ce que je suis en train de dire. Donc,
la variation de l'énergie, je refais, de l'énergie du gypse, parce que c'est cette énergie qui va vous donner la spontanéité ou non de votre réaction. Elle est en fonction d'un terme qui est constant. Delta G0 est une constante. On peut la calculer pour n'importe quelle réaction en appliquant la loi de S, comme j'ai tout à l'heure expliqué. Mais en rectifiant plus, regardons plus. C'est-à-dire, je vais rajouter un terme énergétique, parce que ça, c'est une énergie. Et ça aussi, c'est une énergie, attention, parce que R, c'est un facteur énergétique. Donc, j'ai sommation de deux énergies. Énergie standard, constante, comme le Picard, et je vais rectifier par un autre terme énergétique. Qu'est-ce qu'il contient, ce terme-là? Il contient le quotient, il contient la température dont on travaille, il contient la constante des gaz parfaits parce que ça, c'est un facteur thermodynamique. C'est très important. Et regardons dans la thermodynamique, le R, il est toujours présent parce que c'est énergie. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris cette expression. À chaque moment de l'avancement de ma réaction, je calcule delta G. Il y a les trois probabilités, c'est-à-dire les trois probabilités. Ou bien delta G positif, ou bien négatif, ou bien nul. Donc, l'avancement de ma réaction dépend en premier terme, dépend en premier lieu, pardon, du terme delta G0. Et en deuxième lieu, par RTLN, par le terme RTLNQ. Et donc, il faut discuter les trois cas, si vous voulez. Le premier cas, c'est quoi le premier cas? Imagine, j'ai calculé delta G0 et j'ai eu une valeur négative, très négative. Très négative, ça veut dire quoi? Que votre réaction, elle s'évolue vers la formation de quoi? De produits. Tant que le terme RTLNQ n'est pas assez positif, parce que delta G est négatif, parce que je calcule delta G. Et le signe de delta G dépend du signe de delta G0 et le signe de RTLNQ. Le signe de RTLNQ, quand est-ce qu'il est positif? C'est lorsque je forme les produits. Et il est négatif lorsqu'on ne forme pas de produits. Et donc, d'après vous, si vous calculez delta G0 et vous avez une valeur très négative, eh bien, le terme RTLNQ sera prépondérant, bien sera important lorsqu'on forme beaucoup, on forme en quantité significative les produits. Eh bien, ma delta GR, normalement, elle reste toujours négative. Et ça, c'est ce que j'ai expliqué ici dans le premier cas. Si vous avez delta G0 négatif, eh bien, ce terme-là, pour l'emporter sur delta G0 négatif, il faut qu'on forme significativement, c'est quoi significativement? En grande quantité les produits. Eh bien, c'est tout à fait logique que si delta G0 est très négatif, donc on est en train de former les produits et vous avez votre réaction spontanée. Ça, c'est le premier cas. Et donc, l'avancement de la réaction dépend beaucoup plus sur le facteur delta G0. Parce que généralement, c'est delta G0 qui va vous déterminer le sens de delta G. Et donc, nous avons les deux cas possibles. Delta G0 est très négatif ou bien delta G0 est très positif. Si delta G0 est très négatif, donc vous avez la formation des produits, votre réaction est spontanée. Et si vous avez l'inverse, votre réaction n'est pas spontanée et probablement elle est en équilibre. C'est-à-dire, vous êtes en train de former les réactifs. C'est-à-dire, vous formez des produits, mais les réactifs se forment aussi. Donc, il y a une réaction équilibrée. Le cas le plus important, c'est aussi si vous calculez delta G, vous avez une valeur nulle. Attention ici, il n'y a pas un avancement. Il n'y a pas un avancement, revient à dire que vous êtes dans un état d'équilibre. Et là, il faut remplacer Q par K.
Et ça a été discuté, je me souviens très bien, dans le cours des équilibres chimiques. Donc, un équilibre maintenant, c'est quoi? Lorsque la réaction atteint un certain équilibre, ce qui fait qu'il n'y a pas une énergie delta G de Gibbs. Et là, je devrais remplacer le quotient par la constante K. Parce que la constante K s'applique généralement à un équilibre. À un équilibre chimique. C'est comme la constante Ka d'acidité. Quand est-ce qu'on applique pKa? Dans l'équilibre chimique. C'est-à-dire lorsque la réaction atteint un certain équilibre. Atteint un certain équilibre, ce qui fait delta G est nul. Delta G est nul. Attention, ça vous donne une expression très importante. Tenez ça dans la tête. Donc, je vous donne les expressions les plus utilisées dans la thermodynamique chimique, et particulièrement dans les réactions. Donc, on parle d'un équilibre, revient à remplacer Q, le quotient, par K. S'il s'agit d'un mécanisme, par exemple, acido-basique, on parle de Ka. S'il s'agit d'une réaction de précipitation, on parle de Ks. S'il s'agit d'une réaction de complexation, on parle de Kc, et ainsi de suite. Regardons maintenant la relation qui est relais. Relais quoi? La constante K et l'énergie. Ça, c'est très important, je mets. Ça, c'est parmi les conséquences thermodynamiques les plus importantes pour une réaction chimique, c'est de déduire une relation parfaite entre une constante K de n'importe quelle réaction et une énergie qui est l'énergie de Gibbs. Delta G égale à 0, donc nous sommes dans un état d'équilibre, donc on parle EQ, c'est équilibre. Donc en remplaçant ici delta G égale à 0, dire que delta G 0 égale moins RT ln de K équilibre. Maintenant, pourquoi j'ai mis standard? C'est parce qu'on parle de delta G0, c'est calculé dans des conditions standards. Conditions standards, nous avons dit, généralement, on travaille à 25 degrés, une atmosphère, et les concentrations sont une fois moindres. Voilà. Donc, tenez ça dans la tête que cette expression ne permet quoi? De calculer le delta G0 si on connaît la constante d'équilibre, ou bien de calculer la constante d'équilibre si on connaît delta G pour standard pour n'importe quelle réaction. Bon, ça, c'est un exemple. Regardons cet exemple-là. La synthèse ou bien la transformation de ce gaz-là, qui est le N2O4, à un monogaz qui est NO2. Regardons les données thermodynamiques de cette réaction. Delta H0 standard égale plus 58. Regardons que cette chaleur est positive. Donc ça, mettez dans la tête que la réaction, elle est endothermique, c'est-à-dire n'est pas favorable de point de vue, donc nécessite une chaleur pour que la réaction s'évoluera dans le sens 1. Et elle s'accompagne, regardons, l'entropie est positive. Donc, ce que fait votre réaction, normalement, elle est favorisée. Donc, une réaction endothermique plus une variation positive de l'entropie. Est-ce que votre réaction, normalement, aura lieu ou non? La réponse est de calculer delta G. En calculant delta G, en appliquant l'expression, donc c'est à 298 Kelvin, c'est-à-dire dans des conditions standards, en appliquant toujours l'expression delta G0 égale delta H0 moins T delta S0, ça vous donne une valeur. Attention les unités parce que les entropies sont exprimées en jours, donc il faut
transformer en kilojoules en joules ou bien à l'inverse, vous aurez, regardons la petite chaleur là qui est 6 kilojoules par mol. Et regardons le signe. Bon, j'ai trouvé une valeur de delta J positive. Ça veut dire quoi? Que votre réaction à 25 degrés, ce n'est pas une réaction spontanée. Donc, vous allez me dire tout de suite que la réaction n'est pas spontanée à 25 degrés parce que nous avons eu une valeur positive de delta G. Ce qui fait quoi? Ce qui fait vous formez les réactifs, bon, vous formez des produits et tout de suite, les produits vont transformer en réactifs. Donc, vous avez un genre d'un équilibre chimique. Donc, malgré, regardons ici, peut-être quelqu'un va me poser la question, pourquoi malgré que l'entropie, le désordre est très important, 176 kJ, donc il est positif, et que le delta G est négatif et est positif, c'est-à-dire la réaction n'est pas spontanée malgré il y a une augmentation de désordre. Donc la réponse tout de suite, c'est parce que delta H est très faible. Donc c'est-à-dire, parce que delta H est positif. Donc le processus est endothermique. Donc le processus il est endothermique avec une variation d'entropie importante, ça ne vous garantit pas que votre réaction sera spontanée. La preuve, elle est là. La preuve, elle est là. Parce qu'on a calculé delta G0 à travers les valeurs données. Et malgré qu'il y a une variation de l'entropie positive, mais votre réaction toujours reste non spontanée. Et donc, la spontanéité maintenant, ce n'est pas dû uniquement à l'entropie, mais dû aussi à l'enthalpie. Donc, il y a le facteur delta H moins T delta S, qui est l'énergie libre. Donc, nous avons calculé delta G0. Je peux calculer aussi la constante K. Ce n'est pas la peine de me dire que K égale, comme nous avons fait une fois. Et nous avons dit que pour les gaz, on utilise les pressions. On va dire la pression de NO2 au carré sur la pression de N2 au 4. Et on aura la constante K. C'est une façon de calculer la constante Kp pour cette réaction. Mais à travers maintenant l'expression qui relie K, Kp et delta G0, je peux tirer tout de suite Kp en appliquant l'expression suivante. Delta G0 égale moins RT ln de K. En appliquant, on trouvera une valeur de 0,09. Nous avons dit un jour que lorsque Kp est inférieur à l'unité, votre réaction n'est pas avancée. C'est-à-dire, on est en train de former quoi? Les réactifs. Donc, on a un équilibre chimique. Donc, l'équilibre, ou bien la réaction est déplacée à gauche. Je ne sais pas si vous avez des remarques à dire. Bon, j'attends si vous avez des remarques. Je vous donne après la parole pour discuter. Chafir, tu peux mettre ta question dans la partie commentaire. Hein? Voilà. Et donc, conclusion ici, c'est je peux calculer la constante K pour n'importe quelle réaction chimique en connaissant delta G0 et en appliquant l'expression delta G0 égale moins RT ln de K. Je vois le... Grand R égale à 6. Ce n'est pas le grand R qui est égal à 6. Le R, la constante des gaz parfaits, Shafiq égale 8,3. Je ne sais pas où est-ce qu'est la valeur de 6. La constante R, c'est la constante des gaz parfaits, égale 8,3. Joule. N'oubliez pas ça, c'est joule, non? Joule. Attention ici, il y a toujours un problème des unités. Il faut homogénéiser. Parce que delta G0, généralement, c'est en kilojoules.
R, c'est en joule. Donc, n'oubliez pas toujours de transformer les unités, sinon vous aurez des erreurs de calcul. Nous avons calculé delta G0, nous avons une valeur de 6 kJ par mol. Ça, c'est l'application de la loi de delta G0. Delta H0 moins T delta S0. Donc, nous avons une valeur qui est très faible. Je ne comprends pas. Bon, les gens qui disent je ne comprends pas, bon, il faut spécifier où est le problème. Je ne comprends pas quoi. Il faut spécifier le point. Mal compris. Voilà, donc je crois que la fonction de Gibbs, c'est la fonction qui vous détermine le sens de votre réaction. Comment on le calcule? On le calcule par la connaissance de delta G0. Delta G0. Comment je calcule delta G0? C'est par delta H0 moins T delta S0. C'est simple, non? Bon, j'ai dit une fois que la thermodynamique ne possède pas trop d'expressions, mais le problème, c'est de maîtriser l'utilisation de ces expressions. Ça, c'est le problème qui se pose. Si vous arrivez à maîtriser, à calculer les termes énergétiques, l'explication, c'est simple. Je calcule delta G0 si je suis dans des états standards. 298, c'est un état standard parce qu'il s'agit d'une température ambiante, 25 degrés. Je calcule delta G0 pour cette réaction. J'applique delta H0 et j'ai donné les valeurs. Les valeurs sont toujours données. Bon, je ne vous demande pas de calculer delta H0 pour cette réaction. Je vous donne delta H0. C'est des valeurs tabulées. Je calcule, moi, le problème, c'est quoi? C'est de calculer le terme delta G0. Si c'est un terme positif, et bon, ma réaction n'est pas spontanée. C'est tout simplement. Elle n'est pas spontanée. Pourquoi? Parce que la valeur, le signe est positif. La preuve, on a calculé par l'intermédiaire de delta G la constante K et nous avons eu le même résultat. La constante K est très faible. Et qu'est-ce que nous avons dit un jour pour la constante K? Si la constante K est très élevée, la réaction est spontanée, est totale. Et lorsqu'elle est très faible, la réaction n'est pas spontanée, il y a un équilibre. Comme je mentionne ici, là, je n'ai pas mis une flèche, j'ai mis un équilibre. C'est pour vous dire que cette réaction n'est pas une réaction totale, n'est pas spontanée. Voilà. Maintenant, on parle maintenant comment rendre une réaction spontanée. Je ne sais pas si vous avez une réponse. Ici, ce sont les facteurs de Le Chatelier. La loi, l'application de la loi du Chatelier. Maintenant, pour amorcer une réaction vers un sens ou bien vers l'autre sens, il faut jouer sur les conditions externes. Nous, généralement, on travaille dans des réactions où la pression est une atmosphère. Donc, le facteur le plus important, c'est le facteur T, la température. C'est parmi les facteurs les plus importants à jouer pour varier ou bien pour modifier le sens d'une réaction. Et donc, d'après vous, cette réaction-là n'est pas spontanée, mais je peux la rendre spontanée en jouant sur la température. Et justement, c'est la diapositive suivante, c'est l'influence de T. Et donc là, c'est la loi, si vous voulez, de Le Chatelier, discutée dans le cours des équilibres, mais là, je vais utiliser les termes énergétiques. Donc, il y a une température à partir de laquelle on peut juger, ou bien on peut rendre la réaction qui n'est pas spontanée, de la rendre spontanée. On appelle ça la T de transformation. C'est-à-dire,
quelle est la température qui permet de quoi? De rendre une réaction spontanée, c'est-à-dire de rendre delta G négatif. Cette température est très simple. Comment on peut fixer la température? C'est en appliquant un équilibre, c'est-à-dire à un certain moment, delta G0 égale à 0. Donc ça, c'est la méthode pour fixer la barrière de température. Et on discute à partir de cette barrière qui est la température de transformation, quand est-ce que delta G devient négatif? Parce que nous, on cherche la spontanéité d'une réaction. La spontanéité d'une réaction, c'est-à-dire quand est-ce que delta G est négatif? Delta G est négatif. C'est de jouer sur ce terme-là. Pourquoi c'est de jouer sur la température? Parce que delta H0 est constant. Delta H0 est constant. Donc, le seul facteur qui va modifier la spontanéité de votre réaction, c'est la température. Donc, cette température-là se calcule à l'équilibre, c'est-à-dire lorsque la réaction est stagnée. Stagnée rend à dire que delta G0 est nul. Si j'applique delta G0 est nul, tout de suite, j'aurai T égale delta H sur delta S. Donc, ça, c'est une température que je peux la calculer facilement. Et là, par exemple, revenons à la réaction de dimérisation de l'oxyde d'azote. Bon, ça, c'est une réaction de dimérisation. On forme le N2O4 à partir de NO2 ou bien l'inverse, la dissociation. Donc, le sens 1, c'est la dissociation. Le sens 2, c'est la dimérisation. Nous avons dit qu'à 25 degrés, la réaction, c'était quoi? Delta G, c'était 6 kJ. 6 kJ, ce qui fait la réaction n'est pas spontanée. Quelle est la température fixée ou bien de transformation qu'on peut étudier à travers ou bien de rendre à travers cette température la réaction spontanée? À chaque fois, cette chambre-là, bon, il y a toujours un problème de connexion, je ne sais pas. Donc, revenons donc à maintenant cette température-là, en considérant, bien sûr, pour calculer tes transformations, je vais mettre quelque chose et on va l'utiliser pour de bon, pour ce genre de calcul, qu'on admet que delta H0 ne change pas en fonction de T. C'est-à-dire, si je travaille à une température de transformation, delta H0 est le même. Bon, regardons, par exemple, à 398 Kelvin, je changerai la température. Bon, je considère que delta H0 à 398, c'est le même delta H à 298. Et de même, delta H0, l'entropie à 298, c'est le même, c'est entropie à 398. Donc, ça, c'est pour ne pas perturber les calculs. Parce que même s'il s'agit d'une petite variation, on la néglige. Donc, je tiens constant les valeurs delta H0 et delta H0. Donc, pour ne pas dire pourquoi delta H0, bon, on va fixer, on va dire qu'il n'y a pas un changement significatif de delta H0 si je changerais la température. À travers ça, de 398 Kelvin, à cette température-là, regardons delta G0 de la réaction. Cette fois-ci égale moins 12. J'ai changé la température et j'ai eu une valeur négative. Ça veut dire quoi? Que ma réaction, maintenant, est spontanée à 398 Kelvin. C'est-à-dire, si on va appliquer la loi de Le Châtelet, qu'est-ce que nous avons dit un jour pour la loi de Le Châtelet? Nous avons dit que la réaction est endothermique. L'augmentation de la température va favoriser quoi? Le sens endo.
Souvenez un peu la loi de Le Châtelier. Si votre réaction est endo, c'est comme l'autre cas ici, non? Notre réaction est endothermique. Nous avons dit que l'augmentation de la température favorisera le sens 1. Attention, c'est le même résultat obtenu ici. À 298, nous avons eu une valeur delta J positive, parce que votre réaction n'est pas spontanée à 298. En augmentant la réaction de 100 degrés, bon, je travaille à 300 maintenant, 98 Kelvin. Nous avons rendu la réaction qui n'est pas spontanée à 298, spontanée à 398. La preuve, c'est de calculer delta G0. On a calculé delta G0, on a eu une valeur de moins 12. Moins 12 kJ, ça veut dire quoi? Que votre réaction maintenant est devenue spontanée. Et même si vous voulez calculer la constante Kp, certainement vous aurez une valeur plus importante que 0,09. Je crois que nous avons calculé tout à l'heure à 298 Kelvin. J'espère que vous avez compris l'idée. L'idée, c'est quoi? C'est de changer la température de façon à rendre une réaction spontanée. Et comment on rend la réaction spontanée? C'est de calculer la chaleur à partir de laquelle la réaction devient spontanée. Dans le cas ici, bon, nous avons choisi une autre température qui est 398 Kelvin. Elle est au-delà de quoi, cette température-là? Elle est au-delà d'une température de transformation. Vous pouvez la calculer, cette transformation. Vous divisez cette température, vous divisez delta H sur delta S. 58 kJ fois 1000 divise 176. Vous aurez une valeur de 37,7. Je ne sais pas ce que la valeur... Non, vous aurez une valeur de 56, 56. La valeur. Donc, c'est-à-dire quoi? Au-delà de 56,3, votre réaction devient spontanée. Voilà. Donc, ça, cette température présente la température de transformation parce que j'ai divisé delta H sur delta S. Et donc, si je vous demande dans un exercice de calculer une température de transformation, certainement, vous allez mettre cette expression. Vous divisez delta H sur delta S et vous aurez la transformation, la température pour laquelle la réaction devient après spontanée. Et c'est la température de 329 Kelvin. Kelvin, c'est par rapport aux degrés, c'est 56. Donc, on résume. À 25 degrés, la réaction n'était pas spontanée. La preuve, nous avons calculé delta G0. Nous avons calculé K, la constante K. Et nous avons eu delta G0 positif et la constante K est inférieure à l'unité. Nous avons augmenté la température. Pourquoi nous avons augmenté la température? Pour rendre la réaction spontanée. Quelle est la limite de cette température? C'est 56. Maintenant, si vous travaillez au-delà de 56, votre réaction, c'est garanti, elle sera spontanée. Si vous travaillez à des températures inférieures à 56, votre réaction n'est pas spontanée. Je ne sais pas si vous avez des commentaires. Regardez qu'est-ce que j'ai mis ici. J'ai mis une réaction totale. Pourquoi j'ai changé? Parce que je travaille à 398. Parce que lors de calcul de Kp, regardons la différence. À 398, K est devenu 37,7. Elle est très supérieure à l'unité. Contrairement à 0,09 qui était très inférieur à l'unité. Regardons la différence de température. Comment la température joue un rôle important pour changer le sens d'une réaction.
La conséquence tout de suite de changement de température, bon, regardons, en changeant la température, en changeant K. Et vous vous souvenez durant le cours des équilibres chimiques, nous avons dit que K dépend uniquement de T. Et c'est vrai. K dépend uniquement de la température. La preuve. En changeant la température, en changeant la constante K. Et la conséquence, si vous vous souvenez très bien, dans le cours des équilibres, on a mis la loi de 't Hooft. Et je n'ai pas mis la démonstration. Et j'ai dit que la démonstration est une démonstration thermodynamique. Effectivement. L'expression de 't Hooft, c'est une expression d'origine thermodynamique. Comment? À des températures données, par exemple, j'ai une température initiale 1, une température finale T2. Comment on peut voir le changement de constante? C'est-à-dire, si je connais à une température T1, K1, est-ce que je peux calculer K à une température T2? C'est très simple. C'est d'appliquer l'expression de delta G. C'est l'enthalpie de Gibbs qui va vous donner la réponse. À une température T1, qu'est-ce que vous avez? Vous avez delta G à T1 qui égale moins RT ln de K équilibre qui égale delta H0 moins T delta S0. Attention toujours, on admet que les delta H0 et les delta S0 ne changent pas avec la température. C'est-à-dire AT1 ou bien AT2, c'est le même delta H0 standard. En développant ces deux expressions, bon, moins RT-T1 ln de K1, moins RT ln de K2, on obtient l'expression de 't Hooft. Et ça a été discuté. S'il vous plaît, il faut revenir au cours des équilibres et voir cette expression-là. Maintenant, vous avez compris l'origine de la loi de 't Hooft. Je ne sais pas si on peut continuer. Shafiq, s'il te plaît, mets ta question dans la partie commentaire.